Salut à tous, je suis Manuel, l'auteur de la série Hors Noir, et à l'occasion de la sortie de la saison 3 sur Sisplay, on s'est dit que ce serait une bonne idée de enfin faire une vidéo. Dans quelle merde vous vous êtes mis? Si je m'en sors, vous allez tous le payer. C'est pris une balle. Va aller venger Cassim, frère. T'es fou, quoi. On avait promis d'en faire plus régulièrement sur la chaîne YouTube, mais comme une saison d'Hors Noir nous prend à peu près 9 mois de travail, et qu'on n'a pas le temps de faire grand chose d'autre à côté, bah évidemment on n'a pas pu faire autant de vidéos qu'on voulait. Alors c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, parce que j'ai beaucoup d'infos à vous faire passer aujourd'hui. Tout d'abord, l'actualité c'est la sortie de la saison 3 d'Hors Noir sur Sisplay, disponible gratuitement depuis le 7 octobre. Et la deuxième actualité d'importance, c'est la diffusion à venir, le 31 octobre, sur W9, de la version télé. Nous, Hors Noir tel que vous le connaissez à l'heure actuelle, la version web, c'est du 10 x 15 minutes. Sauf que le 15 minutes n'est pas un format diffusable à la télévision. À la télévision, c'est du format 26 minutes ou 52 minutes. Donc ce que j'ai dû faire, c'est reprendre les épisodes web, les fusionner entre eux, et en faire des épisodes de 52 minutes. Ce qui veut dire qu'on a retravaillé un peu les 3 saisons, des choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire auparavant, et on a aussi pu ajouter quelques inédits. Donc je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, mais regardez les versions longues, les versions W9, et j'espère que vous noterez quelques différences. Les saisons d'Hors Noir fonctionnent par paire, c'est-à-dire que la saison 1 est une transition pour la saison 2, la saison 3 est une transition pour la saison 4. Qu'est-ce que c'est qu'une saison de transition? C'est une saison où on met en place des enjeux qui seront résolus, donc comme je viens de vous le dire, la saison suivante. Parce qu'il y a une intrigue globale, évidemment centrée autour de l'or, du vol de l'or, qui est l'élément déclencheur initial, mais il y a aussi des sous-intrigues qui rythment la vie de nos personnages. Et les saisons 1 et 2, en fait, sont rythmées par la vie et la mort de Cassim, qui marque un tournant dans l'histoire. Alors ce n'est pas la fin, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnages autour de lui. Les saisons 3 et 4, l'intrigue se poursuit, mais cette fois-ci, la confrontation principale, c'est entre Mendy et le colonel Sekou. Et par Mendy et le colonel Sekou, j'entends leurs groupes respectifs, parce qu'évidemment, c'est pas que Mendy et c'est pas que le colonel Sekou. Il faut savoir que pour nous, quand ils arrivent sur la série Hors Noir, ce ne sont pas des rappeurs, ce sont des comédiens. Donc même s'ils arrivent avec un bagage, parce qu'ils ont l'habitude des caméras, ils ont l'habitude de l'image, ils ont l'habitude de passer sur scène, d'être devant un public, mais la fiction, c'est autre chose. Et ils avaient tous envie d'apprendre, ils avaient tous envie d'essayer d'expérimenter ça. On leur a créé des personnages, mais après le reste du travail, c'est eux qui l'ont fait, et ils ont été exceptionnels. Que ce soit Frangly, Sherka depuis le début, Kobalade, ISK, Rimkus, Landy qui était là aussi au début. Ils sont du genre, ils arrivent sur le plateau, ils demandent bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on fait ça, on les met devant la caméra, on tourne, ils sont bons direct. Après bien sûr, parfois ça part un peu dans tous les sens, il faut les recadrer, mais ils pigent très vite, ils sont très intelligents, ils étaient là à poser des questions un peu à l'équipe technique pour comprendre les différents rôles de chacun, pour apprendre un peu comment ça fonctionnait, comment on arrivait à construire tout ça. On les connaissait, on avait déjà travaillé avec, on savait ce qu'ils pouvaient apporter à l'image. Mais que ça marche si bien et si vite, et surtout de les voir progresser d'une saison à l'autre, moi j'espère que ça leur ouvrira des portes pour d'autres fictions, j'espère qu'ils auront envie de continuer à faire ce genre de choses, parce qu'ils sont vraiment doués. Je serais curieux de les découvrir dans d'autres univers, ça c'est sûr. Théâtre aussi, boubou dans les gencives. Tu mets encore la paire dans le champ, gros, quand on fait un plan de fou, je te balaye. Ah non? Ça c'est une sacrée question. Parce que je suis le premier à reconnaître qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans l'histoire. Je pense que ça vient avant tout du thème de la série, parce qu'Hors Noir est une série violente, et c'est une violence principalement masculine. C'est des guerres de gangs, des affrontements avec des policiers, avec un dictateur. Je dis pas que les femmes ne sont pas capables de ce genre de violence, bien sûr, mais de manière générale, c'est quand même quelque chose qui vient plus souvent du côté des hommes. Et en même temps, les femmes sont absolument fondamentales, tout simplement parce que la motivation de la plupart des personnages principaux, c'est protéger leur famille. Et qui dit famille, dit souvent femme et enfants. Et sans elles, en fait, il n'y aurait pas d'histoire du tout. Au-delà de ça, évidemment, il y a quand même quelques personnages féminins marquants, à commencer par Inès, qui est incarnée à merveille par Léa Isser. Donc elles sont là, elles sont très importantes, mais c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu en retrait. C'est aussi quelque chose dont j'ai pris conscience à la fin de la saison 1, parce qu'à l'époque, la saison 1, elle était sortie sur YouTube, et quand on était sur YouTube, on avait accès aux statistiques des gens qui regardaient la série. Et les statistiques, c'était plutôt la moyenne d'âge était assez jeune, c'était du 22-23 ans, et c'était 83% d'hommes pour 17% de femmes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est quand même dommage, parce que Hors Noir n'est pas une histoire qui est destinée uniquement aux hommes. Et donc après la saison 1, je me suis dit il faut qu'on améliore cet aspect, il faut qu'on rajoute des personnages. Donc il y a un peu plus de personnages féminins dans les saisons 2 et 3, et surtout, j'ai pas à rajouter des personnages féminins pour le plaisir de rajouter des personnages féminins. On a essayé de créer avec les comédiennes
de vrais personnages avec un vrai background, une véritable utilité, quelque chose qui fasse avancer l'histoire et qui nous montre d'autres facettes en fait de ce que peut être, de ce que peuvent être les cités ou de ce que peut être notre société de façon de manière générale. Donc là, on parle de comédiens de très haut niveau. Donc on en avait déjà bien sûr, mais on parle aussi de gens qui ont des énormes carrières en France, à l'international, qui apportent avec eux un professionnalisme, un charisme, du talent, et ça attire tout le monde vers le haut en fait. Parce qu'on se dit, chaque saison qui passe, on a l'impression de franchir un cap, d'aller de plus en plus loin, et la présence de ces personnes nous valide un peu dans cette optique. Humainement, ça a marché. Après tout, ils intègrent une aventure en cours de route, donc c'est pas automatique de s'entendre avec une équipe, avec des techniciens, avec d'autres comédiens, mais on a réussi à mettre ça en place, ils ont réussi à s'intégrer. Ils sont venus avec humilité, avec envie de travailler, de vraiment de donner ce qu'ils avaient à donner pour la série. Et on les en remercie évidemment de nous avoir fait confiance, de nous avoir suivis dans cette aventure. J'ai une petite pensée supplémentaire pour Isaka qui joue le colonel Sekou, parce que dans la saison 1, quand j'ai commencé à écrire le scénario, on parlait déjà du colonel Sekou, mais il n'apparaissait pas. Et j'avais en tête Isaka dès le début. Pour moi, c'était lui, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Les circonstances ont fait que j'ai pu le rencontrer, on a pu parler de l'histoire, il a accepté de rejoindre l'aventure. On est très content qu'il soit là et je pense qu'il a apporté quelque chose d'unique à ce personnage. Pour moi, Hors Noir, le thème principal, c'est un drame social, dans lequel nous avons mis énormément d'action. Parce que déjà, on aime ça. Et ensuite, c'est un moyen aussi de dynamiser les saisons. Parce que si on avait seulement des personnages qui parlent, du début à la fin, ça serait un peu long à regarder, ça serait un peu chiant. Donc l'action, on l'a intégrée dès le début, dès le premier épisode, et on a essayé d'en mettre le plus possible. Mais il faut savoir que ça coûte cher, parce qu'il faut aussi penser à la sécurité, bien sûr. Même le moindre affrontement au corps à corps, le moindre coup qu'on donne, c'est du cinéma, donc rien n'est réel, mais il faut faire attention aux blessures. Quand dans la saison 2, par exemple, on fait une cascade, on retourne une voiture sur le toit, ça s'organise. Et on avait la chance, effectivement, d'être bien entouré, donc c'était Jean-Baptiste Leroy sur les saisons 1 et 2, Hugo Barrier sur la saison 3, pour tout ce qui est combat au corps à corps, aux fusillades, et David Phoenix Rider pour les fusillades et les cascades de véhicules. Et grâce à eux, on a réussi à faire des choses qui normalement n'auraient pas dû être possibles, vu les budgets dont on dispose. Mais encore une fois, ça fonctionne et on est très content d'avoir pu amener cet aspect-là, parce que sans ça, on n'aurait jamais pu raconter les histoires qu'on avait envie de raconter. L'une des manières qu'on a eu de construire cette série depuis le début, c'était de nous reposer sur un cast, donc des comédiens hyper variés, donc que ce soit de par leur origine ou de par leurs expériences. Donc on a par exemple des parfaits débutants qui évoluent aux côtés de comédiens confirmés, voire très confirmés. Et tout ça crée en fait une émulsion. Ça veut dire qu'on essayait d'utiliser toutes ces énergies pour proposer quelque chose qui ne se voit pas d'habitude à la télé française. Quand j'ai écrit la saison 1, par exemple, j'avais déjà la plupart des comédiens en tête, parce que c'est des gens que je connaissais. Et c'est beaucoup plus facile d'écrire quand tu as déjà un profil. Mais ce n'était pas le cas pour tout le monde, notamment pour le personnage de Kassim. Donc nous avons fait un casting assez rapide, et on est tombé très vite sur Bilal, qui a intégré l'aventure. Alors je pourrais pas vous décrire à quel point il a été important pour nous. Vous le sentez à l'image, mais même pendant le tournage, il nous a accueillis chez lui, il nous a présenté beaucoup de personnes dont certaines à terme, qui ont également intégré l'aventure. Pour moi, il représente vraiment tout ce que Hors Noir incarne, toutes les valeurs qu'on voulait défendre et transmettre à l'image. Ceux qui ont vu la fin de la saison 2 savent déjà ce qui est arrivé à son personnage. Bienvenue à Paris, mon pote. Tu vas faire tout ce qu'on te demande et tu vas bien dire à tes gars de pas faire les fous. Il est où, Laure? Je parle pas ta langue. Je parle pas ta langue. C'était quelque chose dont j'avais besoin à ce moment de l'histoire pour augmenter les enjeux. On voit dans la saison 3 que ça devient un thème récurrent, volonté de vengeance de la part de ses amis qui ont survécu. Mais ça a aussi une implication, parce que quand on fait disparaître quelqu'un d'un tournage, son personnage n'est plus à l'écran, mais la personne qu'il est n'est plus non plus avec nous sur le plateau. Alors qu'il nous avait donné énormément. C'était un moment très difficile. On a aussi eu quelques autres découvertes. Donc on a eu Ayoub, par exemple, en saison 2. Donc il s'appelait vraiment Ayoub dans la vie. Et à la base, c'était un mec qui nous avait accueillis dans sa cité, à Asnières, donc un fixeur, on appelle ça. Un mec très sympa, très ouvert. Mais je sais pas, on avait envie de l'intégrer pour le remercier à la base de ce qu'il avait fait pour nous en saison 1. Donc j'ai écrit un petit rôle pour lui en saison 2. Et il s'est vraiment pris au jeu. Il a commencé à faire des répétitions avec nous et il nous a tués, parce qu'il était excellent. Et une fois qu'on a commencé à filmer avec lui, ça a été pour moi, c'est la révélation de la saison 2. Ayoub, vraiment
Alors qu'à la base, c'était juste un mec qu'on avait rencontré dans la rue. On a eu également Mawena, donc, qui joue Serena, l'un des bras droits du colonel Sekou. Alors, petite anecdote sur Mawe, parce qu'avec Mawe, on se connaît depuis longtemps. En fait, je voulais déjà l'intégrer au moment de la saison 1. Elle m'a dit non. Du coup, je voulais l'intégrer dans la saison 2. Elle m'a dit non. Alors pour la saison 3, je lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit, je lui ai écrit un truc. Je lui ai dit, Mawe, soit tu le joues, soit je te parle plus jamais de ma vie. Et donc là, elle l'a fait. C'est vrai que je ne cite que, je pourrais en citer beaucoup d'autres parce qu'il y a eu énormément de rencontres sur cette série. Des gens avec qui on a adoré travailler, avec qui on a adoré échanger. À chaque fois qu'on intègre quelqu'un comme ça dans l'histoire, il y a une prise de risque parce qu'on n'est pas sûr que ça marche à l'avance. Mais c'est aussi ce qui fait l'ADN de cette série. On n'est pas dans notre zone de confort avec Or Noir. On essaie tout le temps de faire plus, de faire mieux, d'ouvrir, de rajouter des moyens, des gens. Et ça se traduit effectivement par ces rencontres. Comme certains d'entre vous l'ont remarqué, la Or Noir n'est pas accessible en dehors de la France, pour l'instant. Tout simplement parce qu'M6 ne diffuse pas cette série en dehors de nos frontières. On est en train de régler ce problème, donc on va essayer de vendre la série à l'international. Je pense que courant 2023, ça sera disponible soit en version originale française, soit en version anglaise sous-titrée, un peu partout dans le monde. Pour conclure cette vidéo, vous avez remarqué que j'ai évoqué par moments une saison 4. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous n'avons aucune certitude de pouvoir faire cette saison 4, parce que ça tient avant tout aux audiences, bien sûr, il faut que les gens regardent la saison 3, c'est pour ça que dites à vos amis de regarder la saison 3 en masse, surtout si vous avez aimé l'histoire. Cette saison 4, elle est importante pour nous par rapport à l'histoire, parce que quand j'ai commencé à écrire l'histoire de la saison 1, en fait j'avais en tête ce qui allait se passer jusqu'à la saison 4. Donc la saison 4 pour moi, c'est la vraie fin, et cette conclusion s'oriente autour de Mendy et du colonel Sekou. Ah oui, attention, si vous n'avez pas encore vu la saison 3, c'est maintenant que les spoilers commencent. Donc surtout, ne regardez pas, allez sur Sisplay, regardez la saison 3, et revenez voir la vidéo après, pour que je vous dise la saison 4. À la fin de la saison 3, Mendy et sa bande se sont un petit peu vengés du colonel, mais ils ne se sont pas débarrassés de lui. Le colonel Sekou, lui, il vient de se faire humilier, il vient de se faire trahir, son fils a été kidnappé. Il va abandonner tout ce qu'il était en train de faire à côté, il n'a plus qu'un seul objectif dans la vie, c'est retrouver Mendy et le tuer. Il va rassembler son armée, et il va aller directement dans la cité, puisqu'il a un tracker GPS sur Inès. Donc il sait exactement où sont Mendy et sa bande. Et la saison 4 se résume en une phrase, c'est le colonel Sekou qui met la cité à feu et à sang. Parce qu'à partir du moment où le colonel débarque dans la cité, tous nos personnages vont devoir choisir un camp. Ils vont devoir soit rejoindre Mendy, soit rejoindre le colonel. Et à partir de là, ces deux camps vont s'affronter jusqu'au climax, donc l'épisode final, où beaucoup de personnages vont mourir.